Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Cette semaine, je propose de cibler la machine Help sur Hack-the-Box. Machine vraiment standard, classique. J'ai choisi celle-là principalement parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait une machine classique. Donc voilà. Et on va voir. Donc ça va parler des choses qui sont présentes ici. Et j'ai déjà fait le scan and map comme à chaque fois pour gagner du temps. On voit trois ports ouverts, le 22 83 000, donc SSH, HTTP et HTTP, mais sur le 3000 c'est du Node.js Express Framework. On en a déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo Hacksize. C'est donc le fameux framework qui permet de faire en JavaScript des applications mobiles et web avec tout un tas de features, de caractéristiques qui aident au développement des services web. Mais on va voir que sur cette machine, ça va pas nous servir trop avec notre solution, parce qu'il y a plusieurs solutions sur cette machine, et moi je prends la... Bon bref, j'en ai pris une des deux, qui ne va pas nécessiter d'utiliser le port 3000 de mémoire. Donc si on se connecte en HTTP, donc port 80 sur cette machine, et comme on peut le voir dans le fichier etc host, j'ai bien déjà renseigné le nom de la machine avec l'IP. Donc help.htb. On tombe sur la page Apache par défaut. Du coup, comme de manière très classique, et d'ailleurs j'utilise la liste dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, la common.txt, on va scanner rapidement ce serveur web pour trouver une directory, donc en français un répertoire qui est support. C'est celui-là qui va nous intéresser sur cette machine puisque je l'ai déjà faite, donc je prends directement le chemin qui est le bon pour la poney. Et donc sur ce support on voit directement que c'est du helpdesk. Alors helpdesk c'est tout simplement un système de gestion de tickets open source, comme il y en a pas mal. Et du coup on a tout de suite envie, vu qu'on est sur Hack-the-Box, on sait que la machine a une faille, on a tout de suite envie de voir si ce serait pas une faille liée à ce helpdesk. Et on voit qu'en effet helpdesk a deux vulnérabilités publiques associées, une sur la version 1.0.2 et une sur les versions précédentes à 1.0.2. Donc quand c'est comme ça, le plus simple c'est de essayer d'aller voir si il n'y aurait pas une possibilité de connaître le numéro de version de la cible, puisque là on voit que c'est pas écrit le numéro de version. Et donc si on va chercher sur internet, on voit que c'est, comme je l'ai dit, un logiciel open source, et donc on a le code source disponible, qui est d'ailleurs plus supporté. Et donc si on fouille sur ce code source, on va vite voir que ici là il y a un fichier qui s'appelle upgrading.txt, et ce fichier permet de voir un peu si la version a été upgradée en 1.0.2, et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut savoir, si on est en version 1.0.2 ou précédente. Donc voyons voir sur notre cible si ce fichier upgrading.txt existe bien. Et il existe, et on voit donc en effet c'est la 1.0.2, donc on va pas pouvoir utiliser celle-là puisqu'elle est plus vulnérable sur la 1.0.2. Par contre, celle-là, elle est exploitable a priori sur cette cible. Donc, on va récupérer avec un "-m" le fichier Python pour exploiter cette vulnérabilité. Donc, si on regarde un peu ce que raconte ce fichier Python 40300, hop, comment on fait pour grossir comme ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que donc c'est une faille, on n'a pas besoin d'être authentifié sur la cible pour l'exécuter, et enfin pour l'exploiter, et on voit qu'en fait c'est dans la configuration par défaut. Helpdesk autorise l'envoi de fichiers PHP. Ce qui est évidemment un gros problème, puisque qui dit on a le droit d'envoyer des fichiers PHP, dit on peut exécuter du code
PHP sur la cible. Et ça me permet de parler de la hackeuse de la semaine qui illustre cette vidéo, qui est en lien avec tout ce qui est configuration par défaut. Puisque contrairement à ce qu'on pense dans le monde du hacking, les configurations par défaut c'est très utile parce que voilà, il y a notamment les mots de passe par défaut qui peuvent être utilisés, qui sont très pratiques. Mais il faut faire attention aussi à ne pas utiliser toujours la configuration par défaut sur les logiciels attaquants, puisque comme elle nous l'indique ici, par exemple sur Nessus, si on laisse la configuration par défaut, en fonction de son infrastructure, on peut louper des choses intéressantes, typiquement tout ça. Donc un petit article bien sympa sur le fait de ne pas utiliser toujours la configuration par défaut sur Nessus. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo. Bien, revenons à notre machine. Donc je vais pas creuser plus que ça le détail de cette vulnérabilité. En gros, on va pouvoir uploader un fichier PHP, et donc ce fichier PHP contenant le code qui nous intéresse, on va pouvoir récupérer un shell sur la cible. Donc qu'est-ce qu'on veut en général pour exécuter un reverse shell en PHP? J'utilise celui de Pentest Monkey qui est présent sur Metasploit, donc ça c'est pas une nouveauté. Alors je vais pas détailler. Je fais un CP de ce reverse shell que je mets dans mon répertoire et je l'appelle lisbeth.php. Et la question est où est-ce que ce fichier va partir sur le serveur. Et là du coup il va falloir un peu analyser le code. Donc je l'ai fait en amont, je vais pas. C'est pour ça que ça va vite, normalement il faut se taper et lire tout le code. Et donc quand vous lisez tous les fichiers PHP, vous voyez que le submit ticket controller, qui d'ailleurs, si vous êtes flemmard et que vous lisez pas tout, on voit ici qu'il en parle dans son. Ici on voit le submit ticket controller. Donc on se doutait bien que ce fichier était intéressant à lire. Et on voit, si on descend à la ligne qui va bien, c'est-à-dire voilà, ici on voit que quand on va envoyer un fichier PHP, il sera hébergé dans la upload_dir. Donc upload_dir c'est une variable, on ne sait pas où c'est, donc du coup il va falloir fouiller un peu dans le code en faisant de l'analyse statique de code source PHP, et vous allez tomber ici. Vous voyez que la upload_dir par défaut, dans la configuration par défaut, est upload/, tout simplement. Donc vous connaissez, vu qu'on sait que c'est la configuration par défaut, a priori, surtout parce qu'il a laissé ça notamment, donc on sait où va partir le fichier PHP. Donc je sur notre stage support, j'envoie un ticket, département général, peu importe. Donc full name Lisbeth Salander. Son email, on va dire que c'est lisbeth@salander.com. Priority low, c'est pas pressé. Subject, please give me access to your machine. It will be helpful to hack you. Évidemment, dans la vraie vie, on ne mettrait pas un truc aussi évident. Un petit captcha à résoudre, ENJR, et c'est ici que je vais envoyer le fameux fichier PHP qui est dans challenge, hack the box. On est sur la machine help, help, perdu, et on est sur le lisbeth.php. Très bien, submit. Et là on a un file is not allowed. Et vous allez me dire aussi une deuxième chose qu'on a oublié de faire, c'est de configurer le... Donc on va devoir le refaire, le boulet. On n'a pas fait un mousepad lisbeth.php
PHP pour mettre notre adresse IP dedans. Notre adresse IP dans le tunnel qui est 10.10.14.4. Et donc ici, je remplace l'IP pour que le script PHP, quand il est exécuté sur la cible, se connecte à notre machine et pas au 127.0.0.1. Et du coup, je mets aussi un Netcat en écoute sur le port 1.2.3.4. Bien, ceci étant fait, je refais ma manip qui va donc normalement générer le même message d'erreur, puisque on n'a rien changé mis à part l'adresse IP dans le fichier PHP. Et on voit effectivement file is not allowed, et du coup allowed, sorry for my action. Et du coup, si vous lisez le code, vous allez voir que ce message il apparaît après que le fichier ait été uploadé. Donc en fait, on peut l'ignorer, même si c'est pas autorisé, le fichier est bien sur la cible. Et donc, une fois qu'il est sur la cible, le problème c'est qu'il faut le trouver. Même si on sait que c'est dans le répertoire upload, quand on lit le code source, on va voir que c'est ce qui détaille d'ailleurs sur son exploit. Sudo d'ailleurs c'est pas besoin, mousepad 40. Le Crankopons là, Lars Morgenroth, il détaille que on peut deviner en fait, vu que c'est du MD5, le répertoire, enfin le nom plutôt, utilisé par le fichier. Et c'est en fait ce que fait son script, hein. Ça va brute forcer le HMD5 puisque le HMD5 utilise le moment, quoi, la date. Donc c'est relativement simple à trouver. Du coup, je vais simplement exécuter son script Python. Donc on met support uploads, puisque comme on l'a vu en regardant dans le code, on voyait que le script est dans uploads tickets, et le script s'appelle lisbeth.php, le script PHP. Et donc lui va brute forcer à partir de l'heure, en faisant donc un calcul de HMD5. Et là on voit que bim, ça passe, il le trouve et il l'exécute, et du coup on a directement un shell sur la cible. Je me rappelais plus qu'il faisait tout ça automatiquement. Voilà, donc on a notre superbe shell en place et en tant que help. Donc je vais aller dessus et je vais faire comme d'habitude la commande avec Python pour, enfin si il y a Python sur la cible, c'est bon, pour avoir un shell un peu plus propre avec un tty. Import pty.spawn. Voilà. Et donc je crois qu'on peut déjà lire le flag users, si ma mémoire est bonne. Cat user.txt head-c4. Yes, on a déjà accès au flag user. Donc je rappelle, deux flags sur les machines Xbox, un user.txt quand on a réussi à avoir un shell sur la machine en tant qu'utilisateur, et ensuite nous aurons un root.txt quand on a réussi à élever nos droits. Alors pour élever nos droits, si on est barbu, j'ai envie de dire, à l'ancienne, on peut faire un uname-a et en fonction de la version noyau, aller chercher s'il y a des exploits disponibles associés. Uname, c'est pour afficher certaines informations système pour les personnes qui n'ont jamais utilisé cette commande. Mais donc on va faire plutôt la version moderne, et encore moderne, pas tant que ça, puisque je vais utiliser donc un script de suggestion d'exploit pour élever ses privilèges, et je vais utiliser Linux Exploit Suggester, qui est un script que j'utilise plus trop maintenant, puisque j'ai tendance à utiliser linpiz, mais qui est pas mal et que j'utilisais pas mal à l'époque.
Donc pour ce faire, je vais aller dans SHM pour pas laisser de traces dans la mémoire swap. Et à côté de ça, on va le faire en bas à droite. Je vais créer un répertoire www. Et dedans, je vais mettre le fameux Linux Exploit Suggester qui va nous suggérer des exploits possibles pour élever ses droits sur cette machine. Voilà, donc je le récupère sur GitHub et je l'appelle en local les.sh. Et une fois qu'il est en local sur ma machine, j'ai plus qu'à lancer un serveur web avec Python 3. Voilà. Et donc sur la machine cible, si on a par exemple wget, on l'a, c'est bon. Donc je peux faire un wget et aller chercher sur ma machine qui a pour IP, on l'a dit tout à l'heure mais j'ai déjà oublié, 14.4 sur le port 8000, puisque Python écoute sur le port 8000. Et le fichier s'appelle les.sh. LSE c'est un autre. Linux Exploit Suggester.sh. Voilà, du coup je l'ai récupéré sur la cible. Je lui donne des droits d'exécution. Et je peux le lancer. Et on voit qu'il trouve un paquet de possibilités pour élever ses droits, vu que la machine est un peu ancienne. Et nous, on va utiliser celui qui parle de eBPF. eBPF, c'est le premier. eBPF Verifier, donc eBPF pour Extend Berkeley Packet Filter. Donc Berkeley Packet Filter, c'est un code minimaliste injecté dans le kernel, dans le noyau, pardon, qui permet à l'utilisateur d'effectuer un filtrage réseau au niveau kernel, au niveau noyau. Donc effectivement, c'est des codes qui sont, on va dire, sur la frontière entre le noyau et le ring utilisateur. Donc c'est souvent intéressant à auditer et pour trouver des failles qui permettent d'élever ces privilèges sur un noyau Linux. Et donc si on regarde le lien qui est fourni par Linux Exploit Suggester, rapidement, je vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'en gros c'est une vulnérabilité qui permet d'écrire et de lire au niveau Linux, noyau Linux, et d'outrepasser les protections noyau associées. Voilà, on voit ici que la root cause, donc la problématique d'origine, est liée au fait qu'il y a une problématique de signé non signé sur une fonction dans le fichier verifier.c. Et du coup, on va prendre l'exploit associé qui est fourni ici. Donc je vais le mettre, puisque ma machine cible n'a pas accès à internet, je vais devoir récupérer l'exploit d'abord en local sur ma machine attaquante et pouvoir ensuite après l'envoyer sur la machine cible. Donc si on fait un mousepad, on voit que c'est effectivement un code C en langage C fourni par la personne qui a fait cet exploit, Bladley. Et du coup, voilà, faut compiler, exécuter, c'est tout simple. C'est tout simple en termes d'exploitation. Par contre, pour rédiger le code, ça a dû être bien complexe, puisque c'est des vulnérabilités assez costauds. En tout cas, moi je trouve les vulnérabilités noyaux. Donc je relance mon serveur Python. J'ai peut-être
Avant de faire ça, vu qu'on a vu que c'était un code C, pour être logique, je vais appeler le fichier .c pour dire que c'est un fichier en langage C, et après je lance mon serveur Python. Maintenant que j'ai fait ça, bah, je récupère en faisant comme tout à l'heure hein, sur mon shell, pardon, un wget http bing bing 14.4 sur le port 8000, et du coup on récupère le 45010.c. Voilà. J'ai plus qu'à le compiler avec GCC 45010. Ça compile nickel. Et ben il me reste plus qu'à l'exécuter. Et bim, on est route sur cette machine cible en exploitant cet exploit noyau. Et du coup je peux faire un id-c /route.txt. What? Ah ouais, j'ai pas mis 4, forcément c'est plus compliqué. Parfait, on est bon sur cette machine. Alors, en termes de Blue Team, qu'est-ce il aurait fallu corriger? Bah, c'est relativement simple, hein, mettre à jour helpdesk, et enfin maintenant il est plus maintenu, donc on recommanderait même de switcher, comment dire en français, de migrer vers un autre logiciel, et après mettre à jour le noyau Linux sur cette machine. Et aussi, ce qu'il aurait pu être fait qui nous aurait compliqué le travail, c'est de faire un peu de durcissement au niveau des fichiers PHP. Typiquement, si la personne avait viré le upgrading là, qu'on a lancé au début, qui était là-dedans, upgrading, c'est en majuscule. Ah, je sais plus. Enfin, le fameux fichier upgrading.txt qu'on a à la racine, celui-là, ça nous aurait déjà compliqué le travail, parce qu'à la limite, même si on n'avait pas eu la version, on aurait tenté les deux exploits, mais s'il avait changé de la configuration par défaut, ça aurait été plus complexe de pouvoir utiliser cette solution en tout cas, parce qu'il y avait une autre solution qui permettait de s'identifier, mais ça, je vous laisserai la découvrir soit en cherchant vous-même, soit en regardant les write-ups disponibles sur Hack-the-Box. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la prochaine fois pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.